2700 fusillés en plein ciel. C'est le bilan des pilotes de Hellcat pendant la guerre du Pacifique. Mais la plus grande menace n'était pas celle que l'on croit. Ce n'était pas le célèbre Zéro japonais. Pourquoi la majorité de ces hommes ont-ils péri? La réponse est ailleurs. Pour comprendre, il faut revenir au chaos de l'aéronaval. Une guerre brutale où chaque erreur coûtait une vie. Août 1940, le décor est planté en Chine. Les Japonais déploient le Mitsubishi A6M0. Les chasseurs soviétiques en face sont pulvérisés. À l'image, des débris en flammes tombent du ciel. Le renseignement américain reçoit les rapports, mais Washington ne bouge pas. Les officiers pensent que les pilotes chinois sont incompétents. Ils croient que leurs avions sont simplement trop vieux. Une erreur de jugement fatale. Le Japon possède alors le meilleur chasseur du monde. 7 décembre 1941. L'attaque sur Pearl Harbor change tout. Les pilotes américains découvrent la réalité sous les bombes. Leurs appareils sont totalement dépassés. Le constat est sanglant. En seulement 3 mois, les Zéros abattent 470 avions alliés sur un total de 560 pertes. À l'image, des colonnes de fumée noire s'élèvent des bases du Pacifique. C'est un désastre systématique. Le Japon verrouille le ciel. Comment le Zéro dominait-il chaque duel? La réponse tient en un mot, manœuvrabilité. Les ingénieurs de Mitsubishi ont tout sacrifié pour l'agilité. Ils ont supprimé chaque gramme superflu de la structure. Le résultat est un avion capable de virer plus court et de grimper plus vite que n'importe quelle machine alliée. L'armement est lourd, 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses. Un seul passage suffit pour déchirer une aile. Mais cette vitesse a un prix caché. Le Zéro n'a aucun blindage. Pas de réservoir auto-obturant pour stopper les fuites de carburant. La carlingue est une feuille de papier. Un mécanicien peut cabosser le fuselage d'une simple pression du doigt en montant à bord. Les concepteurs japonais ont fait un pari. L'agilité est la seule protection nécessaire. Pendant 2 ans, ils ont eu raison. À cette époque, le rempart américain s'appelle le F-4F Wildcat. Un appareil robuste mais lourd. En 1 contre 1, le Wildcat n'a aucune chance face au Zéro. Même après la victoire de Midway, la colère gronde chez les pilotes. Le commandant John Thatch écrit un rapport cinglant. Il décrit le Wildcat comme pitoyablement inférieur en montée et en vitesse. C'est l'aveu d'un homme qui vient de gagner la bataille la plus importante de l'histoire navale. À première vue, la situation était désespérée. Mais en réalité, Thatch cherchait déjà une faille. Il invente une tactique de survie, la Thatch Weave. Le principe est simple, les chasseurs volent par paire. Quand un Zéro prend en chasse un avion, les 2 pilotes virent l'un vers l'autre. Le Japonais, focalisé sur sa cible, se retrouve directement dans le viseur de l'équipier. Le piège se referme. On entend le crépitement des mitrailleuses de 12-7. La manœuvre sauve des centaines de vies. Elle permet aux vieux Wildcats de tenir le choc. Mais ce n'était qu'un pansement sur une plaie béante. L'état-major le sait, les pilotes le savent. Pour gagner la guerre du Pacifique, les États-Unis doivent changer de dimension. Il leur faut une nouvelle génération de prédateurs. Le Hellcat doit entrer en scène, et il doit le faire vite. 1938, c'est l'année où tout commence pour Grumman. À l'époque, le projet Hellcat n'est qu'un simple croquis sur une table à dessin. Mais entre le premier trait de crayon et la sortie d'usine, le temps presse. 4 années s'écoulent. La version de série ne sera prête qu'en octobre 1942. Pourquoi un tel délai? À l'origine, l'avion devait être une simple mise à jour du Wildcat, une amélioration modeste. Mais la réalité du front change la donne. La guerre n'attend pas. Elle exige de la vitesse et de la puissance. Le prototype XF6F1 décolle pour la première fois à la fin du mois de juin 1942. Le timing est chirurgical. 22 jours seulement séparent ce vol du rapport cinglant de l'amiral Thatch sur les faiblesses catastrophiques des avions américains face aux Japonais. Grumman n'a plus le choix. Les ingénieurs injectent les rapports de combat directement dans la conception finale. Puis, un coup de chance historique survient. 2 semaines après le premier vol du Hellcat, les forces américaines font une découverte majeure dans les îles Aléoutiennes. Un chasseur Zéro japonais s'est écrasé dans la boue molle. Le pilote est mort, mais l'appareil est presque intact. C'est une mine d'or pour le renseignement allié. Les techniciens récupèrent l'épave, la réparent et la testent sous toutes les coutures. Ils veulent comprendre comment briser la légende du Zéro. Les résultats des tests tombent. Le constat est brutal. La structure du Zéro est fragile. Ses commandes de vol sont manuelles, sans assistance hydraulique. À haute vitesse, l'avion commence à vibrer violemment. Il menace de se désintégrer. Les commandes deviennent si lourdes qu'elles se bloquent totalement. À haute altitude, l'air raréfié étouffe son moteur.
À première vue, le Zéro est invincible. Mais en réalité, c'est un piège mortel pour son propre pilote en cas de piqué. Grumman prend alors une décision radicale. La performance brute ne fait pas tout. Former un pilote coûte cher et prend du temps. Un vétéran perdu est irremplaçable. Les ingénieurs sacrifient donc un peu de vitesse de pointe et de taux de montée. L'objectif, la fiabilité, la simplicité de production et la facilité de pilotage. Ce choix va faire basculer la guerre du Pacifique. Le moteur final est un monstre, le Pratt & Whitney Double Wasp de 2000 chevaux. Le L4 gagne ainsi 100 km/h de vitesse de pointe sur le Zéro. Il grimpe plus vite, il frappe plus fort. Certes, le L4 ne pourra jamais égaler l'agilité du Zéro en virage serré à basse vitesse. Aucun avion de la Seconde Guerre mondiale n'en est capable. Mais les pilotes américains reçoivent une consigne claire, ne jamais accepter un combat tournoyant. Ils doivent utiliser leur vitesse et leur poids pour plonger, tirer et s'échapper. La confrontation est imminente. À l'image, on voit la différence de protection. Le L4 transporte 100 kg de blindage autour du cockpit. Le Zéro, rien. Le pare-brise américain résiste aux balles. Plus tard, le plexiglas sera même remplacé par du verre blindé plat pour une visibilité totale. L'armement est terrifiant. 6 mitrailleuses Browning de calibre 50. C'est assez de puissance pour déchirer la structure légère du Zéro en une seule rafale. Les réservoirs de carburant sont auto-obturants. Si une balle touche le réservoir, le caoutchouc se gonfle et colmate la fuite. Pour les pilotes japonais, c'est un luxe inimaginable. Le L4 possède aussi les plus grandes ailes de tous les chasseurs monomoteurs du conflit. Résultat, une vitesse de décrochage très basse. L'avion est stable, prévisible. C'est un détail vital pour les jeunes pilotes qui doivent apponter sur un pont de navire en mouvement, sous la pluie ou dans le noir. À titre de comparaison, le Corsair est plus rapide, mais il est surnommé le tueur d'aspirants à cause de ses atterrissages violents. Le L4, lui, pardonne les erreurs. Ses ailes se replient selon le système Stowing de Grumman. On peut en entasser des dizaines dans les hangars étroits des porte-avions. Tout sur cet appareil est pensé pour être simple à construire et facile à maintenir sur le terrain. Le pilotage est sain. Si l'avion part en vrille, la récupération est immédiate. Un pilote peut pousser sa machine à ses limites extrêmes sans craindre de perdre le contrôle. Il reste un dernier avantage décisif. Le système de suralimentation du moteur donne au L4 une puissance supérieure en haute altitude. Là où le Zéro s'essouffle, le L4 domine. Les Américains peuvent rester au-dessus de leurs adversaires, plonger à une vitesse foudroyante, frapper et remonter là où personne ne peut les suivre. Le décor est planté. Les États-Unis disposent enfin d'une machine capable de stopper le massacre. Mais avoir un bon avion n'est que la moitié du chemin. Il reste à savoir ce qui se passera quand ces jeunes pilotes feront face à l'ennemi au-dessus de l'océan. Ainsi commence la fin de la supériorité japonaise. Janvier 1943. Les premiers L4 sortent des usines et rejoignent les porte-avions. La marine américaine attend ce moment depuis des mois. Mais les chasseurs restent au hangar. Il faudra attendre encore un long moment avant le premier choc frontal avec l'ennemi. Le 5 octobre 1943, ciel de l'île de Wake. C'est ici que l'histoire bascule. Le premier duel entre le Zéro et le L4 commence. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre à sens unique. Les Japonais ne comprennent pas ce qui leur arrive. 48 L4 plongent sur 23 chasseurs japonais. Le bilan est brutal. 16 appareils ennemis sont pulvérisés en quelques minutes. Côté américain, aucune perte, 0 avion abattu. Pourquoi ce résultat est-il terrifiant pour le Japon ? Le combat s'est déroulé à moins de 12 000 pieds d'altitude. C'est la zone de confort du Zéro. C'est là qu'il est censé être imbattable. Mais même dans ces conditions idéales, le L4 domine. Le message est clair. Le règne du Zéro est terminé. Mais les ordres sont stricts. Les pilotes de L4 reçoivent une consigne. Ne soyez pas trop confiants. Ne tentez jamais un combat tournoyant au corps à corps. Dans un mouchoir de poche, le Zéro tourne toujours mieux. Entre les mains d'un as, le vieil avion japonais reste un tueur. À haute vitesse, la situation s'inverse totalement. À plus de 275 miles par heure, les commandes manuelles du Zéro deviennent des blocs de béton. Le pilote japonais doit forcer. Son avantage s'évaporeur. Le Zéro est une cible immobile. Le L4 impose son rythme. Si la vitesse chute sous les 200 miles par heure, le Zéro reprend l'avantage. Mais le pilote américain refuse de jouer à ce jeu.
Il surveille son cadran. Dès que l'aiguille descend, il s'arrache du combat. Il utilise sa puissance pour créer de la distance. Sur les images de l'époque, on voit la manœuvre. Le Hellcat s'éloigne, prend de l'espace, puis fait demi-tour pour une nouvelle passe de tir. Le Japonais est piégé. S'il tente de suivre, un second Hellcat le cueille par derrière. S'il reste sur place, il attend sa propre mort. Les pilotes nippons utilisaient une vieille ruse, grimpaient en flèche pour échapper au Wildcat. Avec le Hellcat, ce tour de magie ne fonctionne plus. L'avion américain grimpe plus vite, plus haut, plus fort. À Tokyo, c'est la panique. L'industrie japonaise est à bout de souffle. De nouveaux modèles sont à l'étude, mais les usines ne peuvent pas suivre la cadence. Les ressources manquent. La décision tombe. Il faut prolonger la vie du Zéro, coûte que coûte. Mitsubishi installe des moteurs plus puissants. On augmente la vitesse à la bouche des canons de 20 mm. Mais ces efforts sont inutiles. Le problème est structurel. Le Zéro est un avion de papier. Une simple rafale de Hellcat suffit à le transformer en torche volante ou à briser ses ailes en plein vol. A l'inverse, le Hellcat est un tank ailé. On voit des appareils revenir sur leur porte-avions avec des morceaux de fuselage en moins et des centaines d'impacts de balles. Le moteur continue de tourner. Si le Hellcat finit par tomber, sa structure robuste protège le pilote lors de l'impact. Pour le pilote japonais, un crash signifie presque toujours la mort. La cellule de son avion est trop fragile pour absorber le choc. Sur le front, la frustration gagne les as japonais. Ils parviennent parfois à surprendre un Hellcat. Ils vident leur chargeur sur lui. Et pourtant, l'avion américain refuse de tomber. Il encaisse tout. C'est là que la guerre change de visage. 2460. C'est le nombre exact de chasseurs Hellcats perdus par l'US Navy durant la totalité du conflit. Pourquoi ces avions tombaient-ils ? On imagine les duels héroïques contre les héros japonais. Mais les statistiques racontent une autre histoire. Sur ces 2000 pertes, seuls 270 appareils ont été abattus lors de combats aériens. La défense anti-aérienne au sol et les navires ennemis en ont réclamé 550. Les pannes opérationnelles et mécaniques comptent pour 340 carcasses. Mais le chiffre le plus effrayant reste à venir. 1300 Hellcats ont été détruits loin du front. Ils n'ont jamais vu un avion ennemi. Ils se sont écrasés durant l'entraînement ou lors de simples transferts logistiques. 53% des pertes totales. L'ennemi principal du pilote de Hellcat n'était pas le japonais, c'était son propre avion et sa propre formation. Apprendre à piloter un chasseur embarqué était une sentence de mort potentielle. Le Hellcat est un monoplace, il n'y a pas de siège arrière pour un instructeur. Personne ne peut saisir les commandes si la recrue panique. Le jeune pilote devait prouver, seul, qu'il pouvait poser plusieurs tonnes de métal sur un pont mouvant au milieu de l'océan. Beaucoup n'ont jamais dépassé ce stade. Mais ce n'était que le début. Pour les survivants de l'entraînement, la réalité du combat offrait de nouvelles méthodes pour mourir. Les missions d'attaque au sol, le strafing, étaient particulièrement brutales. Le blindage du Hellcat ne suffisait pas toujours. Le pilote devait piquer vers sa cible. Il devait maintenir sa visée stable pendant que le sol se rapprochait à une vitesse folle. Il tirait. Puis il devait redresser l'appareil à très basse altitude. À cet instant précis, il était à portée de toutes les armes ennemies, des fusils au canon lourd. Il devait remonter à travers un rideau de feu et d'acier dirigé droit sur son cockpit. La vie tournait exclusivement autour du porte-avions. Sous le pont, les pilotes s'entassaient dans des quartiers minuscules. Au-dessus, l'alerte pouvait sonner à n'importe quelle seconde. Derrière chaque porte-avions, un destroyer sauveteur suivait à distance. Sa seule mission, récupérer les équipages qui tombaient à l'eau lors des décollages et atterrissages ratés. Car l'appontage restait la manœuvre la plus difficile de l'histoire de l'aviation. Durant la Seconde Guerre mondiale, la technologie n'aidait personne. Pas de ponts obliques, pas d'ordinateur de bord, pas de système de guidage laser. Le pilote dépendait entièrement de l'officier d'appontage, un homme debout au bord du vide, agitant 2 palettes colorées pour guider l'approche. Si le pilote manquait le câble d'arrêt ou si le moteur toussait, il n'y avait aucune échappatoire. Soit il s'écrasait dans les avions garés à l'avant du pont, soit il passait par-dessus bord et finissait dans l'océan. Maintenant, imaginez cette scène dans le noir total. Les pilotes redoutaient les atterrissages de nuit bien plus que les chasseurs japonais. L'obscurité effaçait les repères. L'angoisse était absolue. À première vue, un atterrissage de routine. Mais en réalité, une catastrophe mécanique imminente.
Les premiers modèles de Hellcat souffraient d'un défaut majeur, les pneus. Sous la pression d'un atterrissage violent ou à cause d'une gomme de mauvaise qualité, les pneus éclataient au contact du pont. L'avion partait alors en dérapage incontrôlé. La mort était fréquente. Sur les archives visuelles, un incident illustre parfaitement cette horreur. La photo est devenue légendaire. On y voit le lieutenant Walter Lewis Tuning en train de sauver l'enseigne Byron Milton Johnson sur le pont de l'USS Enterprise. L'histoire derrière l'image est glaciale. L'avion de Johnson a des problèmes moteurs. C'est un exercice de routine. Il tente une approche d'urgence. Il manque 2 fois son atterrissage. À la 3e tentative, il accroche le câble. Mais le choc est trop violent. Le train d'atterrissage gauche s'effondre et finit dans la passerelle latérale. L'avion s'écrase sur son réservoir ventral rempli d'essence. Le réservoir se perce immédiatement. L'hélice tourne encore. Elle frappe le métal du pont. Des gerbes d'étincelles jaillissent. Le carburant s'enflamme instantanément. Johnson est pris au piège. L'impact a déformé la structure et coincé la verrière de son cockpit. Il ne peut pas sortir. Il brûle vif. Tuning ne réfléchit pas. Il court. Il monte directement sur le réservoir en feu. Il force l'ouverture, attrape Johnson et l'arrache aux flammes. Cet incident a changé les procédures. L'as de l'aviation Butch O'Hare a immédiatement recommandé une nouvelle règle. Tout pilote doit larguer ses réservoirs externes avant de tenter un atterrissage. Plus personne ne devait risquer de finir incinéré sur le pont pour quelques litres de carburant. Mais le feu n'était pas la seule menace. L'eau était tout aussi mortelle. Tomber par-dessus bord signifiait souvent être écrasé par la coque massive du porte-avions qui avançait à pleine vitesse, ou être aspiré par les hélices géantes sous la surface. Même si le pilote évitait le navire, il devait s'extraire de son avion. Et les chasseurs ne flottent pas. En cas de panne au-dessus de l'eau, l'amérissage était déconseillé. À l'image, le design du Hellcat révèle le problème. Un nez lourd et une entrée d'air située bas. Dès que l'avion touchait l'eau, il avait tendance à piquer du nez, se retourner violemment ou se briser en morceaux. C'est pourquoi la majorité des pilotes préféraient sauter en parachute plutôt que de tenter de poser l'appareil sur les vagues. Vers la fin de 1944, la situation a encore empiré. Une nouvelle menace est apparue à l'horizon. Les Japonais ont adopté la tactique kamikaze à grande échelle. Le rôle des Hellcats a changé. Ils sont devenus la première ligne de défense de la flotte. Leur mission ? Intercepter et abattre les avions suicides avant qu'ils ne percutent les navires américains. La tension est devenue permanente. Les attaques pouvaient surgir de nulle part. Certains kamikazes volaient au ras des flots pour échapper aux radars. Il n'y avait plus de zone de sécurité. La vigilance devait être totale, chaque minute, chaque seconde. 13 contre 1. C'est le ratio de victoire brute établi par le Hellcat face aux 0 japonais. Certaines sources montent même ce chiffre à 19 contre 1. Cela en fait le meilleur chasseur de toute la Seconde Guerre mondiale. Comment expliquer une telle domination ? La réponse tient en un chiffre. Les Hellcats de l'aéronavale américaine ont abattu plus d'avions japonais que les P-38 Lightning et les F-4U Corsair réunis. Ce calcul inclut pourtant les Corsair basés au sol et sur porte-avions. En juin 1944, le Hellcat règne en maître sur le Pacifique. Mais son heure de gloire reste à venir. La bataille de la mer des Philippines s'annonce. C'est le plus grand affrontement de porte-avions de l'histoire. Pour le Japon, c'est un désastre total. La journée du 19 juin est sanglante. La marine japonaise perd 275 appareils en 24 heures. La grande majorité tombe sous les balles des Hellcats. En face, les Américains ne perdent que 15 chasseurs en combat aérien. Le massacre est tel que les pilotes américains le surnomment le grand tir au pigeon des Mariannes. À première vue, le Hellcat était une machine imbattable. Mais en réalité, il n'était pas le plus performant sur le papier. Le Corsair, son compagnon d'écurie, lui, était supérieur. Le Hellcat était plus lent. Il grimpait moins vite, son taux de roulis était inférieur. Ses seuls avantages techniques étaient sa vitesse en piqué et son rayon de virage légèrement meilleur. Pourtant, le Hellcat a gagné la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il était simple, facile à construire, facile à piloter. Ces 2 facteurs pesaient plus lourd que n'importe quelle statistique de vitesse de pointe. L'usine Grumman tournait à plein régime. 500 Hellcats sortaient des chaînes chaque mois, et ce pendant 2 ans. Au total, 12 275 appareils ont été produits dans une seule et unique usine. C'est un record absolu. À l'image, une ligne d'assemblage qui ne s'arrête jamais. Les ouvriers soudent les carlingues à la chaîne. Cette puissance industrielle permettait aux États-Unis de remplacer leurs pertes en temps réel. Le Japon, lui, plongeait dans une spirale de la mort.
Le Zéro ne tenait plus le choc. Tokyo avait bien des prototypes plus modernes, mais ses usines étaient incapables de les produire en série. Le manque de ressources était critique. Les pilotes expérimentés mouraient plus vite qu'on ne pouvait les former. Les nouveaux arrivants étaient envoyés au front avec une préparation dérisoire. À cela s'ajoutaient des problèmes de contrôle qualité sur les moteurs. Avant Pearl Harbor, le Japon misait sur la qualité de ses pilotes. La marine impériale a commencé la guerre avec 3000 hommes d'élite. En 2 ans, elle n'en a formé que 5000 de plus. Pendant ce même laps de temps, la marine américaine formait 17 000 pilotes. Ce chiffre n'inclut même pas l'armée de l'air. La différence devient flagrante dès 1943. Lors de la campagne des îles Salomon, les 2 camps perdent autant d'hommes. Mais les États-Unis envoient immédiatement des remplaçants frais et surentraînés. Le Japon, lui, est à bout de souffle. Sur la vidéo, on voit des formations de Hellcats en rang serré, parfaitement coordonnées. La gestion humaine était opposée. La marine américaine imposait des rotations. Après une période de combat, les unités rentraient au pays pour se reposer. Au Japon, aucune rotation n'existait. Les pilotes restaient au front jusqu'à la mort, la blessure ou l'épuisement total. Le stress devenait un poison. Des vétérans perdaient leurs réflexes par simple fatigue physique. En 1944, le fossé est devenu un gouffre. Un pilote de Hellcat arrivait au combat avec 500 heures de vol minimum. Un Japonais en avait à peine 300, souvent beaucoup moins. L'issue était inévitable. Les combats aériens classiques n'avaient plus de sens. Par désespoir, le Japon a lancé les tactiques kamikazes. C'était leur seule option pour toucher les navires américains. À la fin du conflit, le Hellcat commençait à vieillir. Les nouvelles générations de chasseurs le rattrapaient. Si la guerre avait duré 1 an de plus, ses performances auraient posé problème. Mais cela n'avait plus d'importance, la guerre était déjà gagnée. Le Hellcat avait brisé l'aviation japonaise. Grumman préparait déjà le F-8F Bearcat pour prendre la suite, intégrant chaque leçon apprise dans le sang du Pacifique. Mais la capitulation a été signée avant qu'il ne voie le feu. Ainsi s'est achevée l'ère du Hellcat. Le ciel du Pacifique lui appartenait.